Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ose écrire. Voltaire m'a rejoint entre la fin de l'enregistrement et l'enregistrement de l'intro. Dans cet épisode, on parle de l'écriture comme travail d'équipe et on parle des qualités qu'on utilise en excès et qui nous font tomber dans un piège. Je vous laisse avec cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Moi c'est Sam, Ibellion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach ICF et j'ai créé Ose écrire, un accompagnement pour celles et ceux qui veulent enfin accomplir leur rêve d'écrire un livre. Ce podcast a la même intention. C'est ton rendez-vous inspiration, discipline et passage à l'action. Et si ça te parle, abonne-toi, mets 5 étoiles et partage autour de toi. Parce que plus il y a de gens qui osent, plus d'autres oseront à leur tour. Allez, c'est parti et bonne écoute. Coucou les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ose écrire, en ce lendemain de victoire de l'équipe de France contre la Suède. Qu'est-ce que c'est magnifique. C'est pour ça que j'aime le sport, c'est pour ça que j'aime le foot aussi, même si je suis vraiment en footix, je ne regarde quasiment que les très grands matchs, et la Coupe du Monde en entier. Si je peux me mettre devant un Ouzbékistan, République démocratique du Congo, je le fais avec grand plaisir. Et je vais revenir un peu sur le foot, et surtout ce que ça m'apprend sur l'écriture. Voilà, je sais que la dernière fois, quand j'ai parlé de ça, j'ai pas forcément fait de lien, du coup certains est déconnecté, et bien là, sachez que je vais faire des liens avec l'écriture. Mais avant ça, déjà, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien. C'est le début de l'été, quelque part. Peut-être le début des vacances pour certains. Pour ceux qui sont juilletistes, même si je ne les ai jamais vraiment compris, à tel point j'aime partir en vacances au mois d'août ou au mois de septembre. Cette année, je ne sais pas si j'en prendrai. Écoutez, je vais me laisser porter par mon activité aussi, que j'aime tant. Donc, je me sens aussi peut-être moins l'envie et le besoin de prendre des vacances. J'ai plein de choses à vous partager aujourd'hui. Je vais essayer de tout balayer et puis advienne que pourra en termes de autres idées qui me viendront et qui me paraîtront absolument essentielles à vous partager. J'aime toujours et j'aime profondément cette espèce de synchronicité de ok, le hasard de cet enregistrement va me faire dire des trucs, et il fallait absolument que je les dise aujourd'hui. Pour quelles raisons? Ça va me questionner moi. Et de votre côté, vous allez l'entendre à partir de ce dimanche. Quelque part, j'aime bien me dire que si vous l'entendez au moment où vous l'entendez, c'est que vous aviez besoin de l'entendre. Mais pour quelles raisons? Ça, je peux pas vous le dire. C'est à vous de, quelque part, avoir cette réflexion et cette infusion interne. J'aime beaucoup ça, moi. Voilà, c'est comme je vous le disais la dernière fois, je trouve ça toujours intéressant de se demander, ok, pour quelles raisons les choses arrivent aujourd'hui? Alors, il ne s'agit pas de mettre de l'explication sur tout, mais simplement, parfois, je trouve que c'est un exercice qui est assez intéressant. Voilà. Évidemment, le lâcher prise, se laisser porter, le hasard, accueillir juste ce qui vient parce que ça vient, c'est très très bien aussi. Je vais commencer par faire un petit tour là, des quelques commentaires qui m'ont marqué dans la dernière semaine. Je m'excuse d'avance s'il y en a certains que je partage pas parce que j'en ai reçu beaucoup. Et je ferai un épisode spécial question, FAQ en fait. Je sais pas pourquoi, je vais essayer de réinventer un concept qui existe déjà. Mais j'aime bien cette idée que vous puissiez poser une question et que je brode un épisode autour de 4-5 questions, toujours orienté autour de l'écriture. Voilà. N'hésitez pas à me les partager si vous en avez déjà là en commentaire ou en message sur Insta. Et puis je mettrai de toute manière un petit sticker sur Insta à l'occasion. Le premier commentaire, alors en fait c'est 2 commentaires de Shadewall. Merci beaucoup pour tous ceux que tu as laissés. Si j'ai bien compris, hein, tu m'as découvert la semaine dernière et donc tu remontes les épisodes petit à petit. Écoute, ça me fait très plaisir. Je suis ravi que ça puisse t'aider dans ton aventure d'écrivain et d'écrivaine ou d'écrivaine. Et ce que je voulais partager, c'est parce que c'est adorable. Tu m'as remercié. Tu m'as beaucoup remercié dans les commentaires. Et je prends, merci beaucoup. C'est aussi pour ça que je fais ça. Ça me fait très plaisir. Au-delà du fait que ça aide aussi le podcast à prendre de l'ampleur, à toucher plus de gens. Et en fait, par toucher plus de gens, il y a, ok, donc plus de livres seront écrits. Avec ça, ma vision s'accomplit et je trouve ça magnifique. Et il y a surtout un commentaire qui m'a marqué. Qui fait le lien en plus avec la responsabilisation. Alors attendez, je vais garder le téléphone là parce que sinon la lumière se déconnecte et je vois après, je remonte et dans le retour, je vois que je suis tout sombre. J'ai normalement une bonne lumière, j'aimerais bien qu'on me voit, quoi, après tout.
Donc sur l'épisode de la responsabilisation, tu me dis que donc, sans le vouloir, je réalise que suite à l'écoute de ton podcast, j'ai fait naître et évoluer l'univers de mon deuxième livre. OK, ça j'adore, tu vois? Et c'est vraiment, le cœur de l'objectif du podcast, de permettre d'avancer, dans son aventure d'écrivain ou d'écrivaine. Et tu dis: «Ta distinction entre culpabilisation et responsabilisation a éliminé ce mécanisme. Ce n'était pas du déni, mais une forme de responsabilité que je n'avais pas encore nommée. Merci Sam pour ce lâche-toi, sois responsable et merci pour cette clarté fulgurante. À bientôt». Eh beh, écoute, déjà oui, à bientôt. Et ensuite, pourquoi je cite ce commentaire et ça fait le lien aussi avec un autre commentaire, que tu avais pu faire, mais, heu, j'adore cette chaîne de connexion qu'il peut y avoir. En fait, vous voyez ce «lâche-toi, sois responsable», il vient d'une personne, de la formation qui vient un matin avec son manifeste du PEPS, qui le lit en entier et à l'intérieur, il y a une phrase qui, moi, m'accroche, que je prends et que je vous retransmets à vous. Et ensuite, vous voyez, bah, toi, Shadewall, en l'occurrence, ça t'a permis d'avancer. Et tu vois, quelque part, s'il n'y avait pas eu cette connexion entre, la formée, je sais pas comment on appelle, quelqu'un qui participe à une formation, mais vous m'avez compris. Et moi, s'il y avait pas eu ce lien-là, il y aurait pas eu ton déclencheur qui te donne une clé pour avancer sur ton univers. Et je trouve ça génial, en fait. Et c'est pour ça que j'adore partager. Je trouve que le partage, c'est ça. On dit toujours, la créativité, c'est contagieux, mais ouais, bordel, c'est vraiment contagieux et c'est trop cool. Et c'est vraiment en montrant l'exemple par la responsabilité et en se saisissant de ce qui nous arrive, que quelque part on transmet aussi les mêmes valeurs et les mêmes choses qui sont importantes pour nous. Euh, Tu vois, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais c'est comme quelque part, vous voyez un livre que vous avez adoré, et bah quand vous le conseillez à un de vos amis, bah c'est vous êtes dans ce partage-là, tu vois? Et c'est ça qui fait vivre les histoires, c'est ça qui fait vivre les auteurs. Pas au sens financier du terme, hein, entendez-moi bien, au sens de, OK, s sa cosmogonie quelque part, tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a voulu véhiculer comme message, vit au travers de ceux qui s'en saisissent et qui décident de le transmettre. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et c'est là que re-rentre ce côté de responsabilité, de responsabilisation, parce que il ne tient qu'à nous de véhiculer toutes les valeurs, toutes les choses importantes qu'on qu'on a en nous quelque part. Voilà. Donc merci beaucoup pour tous tes commentaires et je répondrai aux prochains avec grand plaisir et à vos questions dans un épisode dédié. D'ailleurs, j'ai 399 abonnés sur YouTube. S'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui veut bien faire passer le compteur à 400, je t'en serai redevable. Merci beaucoup. Instant pub passé. Je vais commencer par... Oh oui, bah, je vais passer un petit big up encore une fois à les chaînes de connexion parce que vous savez, quelque part, j'adore les histoires humaines. Euh, Vous voyez ces petites figurines qui sont dans mon décor? Attendez, je vais zoomer. Et en même temps, je la replace dans le décor. Je ne sais pas si la netteté a été faite, mais ces figurines sont les petites figurines de mes personnages d'Ose écrire. Je viens de vous montrer Isabella, qui est une femme qui a 2 enfants et qui se reconnecte avec son rêve d'écrire un livre et qui se rend compte que la beauté de l'héritage qu'elle va laisser à ses enfants, c'est pas son côté carriériste et c'est pas du matériel, mais les histoires qu'elle peut raconter. Vous avez ici Nash qui est un personnage qui est coincé dans d'un train-train quotidien où il est à la recherche de temps, mais il ne consomme ce temps que en série Netflix, en gros. Et un jour, il a un déclic, il se met à écrire, il agit de manière congruente avec le rêve d'écriture qu'il a. Vous avez aussi dans le décor, quelque part, je ne sais plus exactement où, Jade et Marcus qui doivent être par là. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que à la fois, ils font partie bah, encore une fois, là, j'adore ce mot-là, hein, de ma cosmogonie,
personnel d'Ose Écrire. C'est 20 personnages qui portent chacun une histoire, qui représentent ce que moi je peux voir chez les auteurs, qui représentent 20 chemins de vie quelque part, 20 chemins vers l'écriture. Et je trouve que c'est très très beau, c'est une très belle porte d'entrée à la prise de conscience de peut-être moi aussi je peux le faire. Alors en l'occurrence sur le site pour l'instant il y en a que 3 qui sont complets parce qu'évidemment j'écris les histoires à la main, donc ça me prend du temps et voilà, je ne prends pas forcément le temps de tout compléter pour l'instant. Voilà, chaque chose encore une fois est juste à ce moment-là. Là il y a de complets Nash, Isabella et Marcus. Jade, je sais pas encore en ligne mais c'est complet et c'est déjà 4 personnages qui représentent 4 chemins de vie qui vous parleront si vous avez la curiosité d'aller voir. Pourquoi je vous montre la figurine? Parce que je la trouve trop belle et c'est une belle histoire humaine derrière. Les 2 personnes qui ont cette entreprise d'imprimante 3D, et ben il y en a une des 2, c'est mon meilleur ami d'enfance d'école primaire et on jouait, je fais le lien avec un autre épisode, mais on jouait au taquet à Yu-Gi-Oh ensemble. On jouait beaucoup aux jeux vidéo, je me rappelle des Super Smash de l'époque, de la GameCube, de Pokémon Colosseum, de Pokémon XD, je sais pas si vous vous rappelez de ces trucs-là, c'est exceptionnel. On jouait beaucoup à un jeu de cartes aussi qui s'appelait Duel Master. Alors je sais pas si ça va vous parler parce que c'était un peu niche et ça n'a pas été super populaire en France, mais wow, les Duel Master, comment on y a beaucoup joué, c'était incroyable. Et c'est grâce à lui que j'ai ces petites figurines de 3D de mes personnages. C'est lui qui les modélise avec Blender, je crois, principalement. Et puis ensuite, il y a son associé qui les peint, etc. C'est trop bien, je suis trop content. Et en fait, il m'a envoyé cette semaine les prochains personnages qui sont Paolo, pas Paola. C'est parce que, ouais. Donc Paolo et Lily. Et donc ces 2 personnages, et eux, c'est un petit crocodile, l'animal totem. Et le crocodile dans la figurine, il est trop stylé. Je suis trop content, j'ai trop hâte de l'avoir dans le décor. Ça va être incroyable. Et c'est incroyable en fait. Si je vous raconte ça, c'est pour encore une fois appuyer sur le côté connexion, le côté partage, le côté humain, le côté être entouré. C'est ça qui rend tout ce qu'on fait quelque part aussi très beau. Et en fait, c'est fou parce que on n'a plus été en contact pendant, je sais pas, peut-être 15 ans, je sais pas, peut-être même 20 ans. C'est très difficile à dire exactement, mais on s'est reconnecté parce qu'un jour, un été, il y a peut-être 3 ans ou 2 ans, je suis avec mon oncle qui connaissait bien du coup mon pote d'enfance et il me dit « Oh, qu'est-ce qui devient ?» Et en fait, ça me fait tilt. Je me fais « Ah mais attends, mais putain, c'est vrai, qu'est-ce qui devient ?» Et là, du coup, je reprends contact et puis on se revoit et tout. Et hop. Et à la fin, il y a des petites figurines dans mon décor. Je trouve ça génial et trop beau et trop représentatif de tout ce que je cherche à véhiculer. Mon amour des animaux, mon amour de l'écriture, mon amour des chemins de vie, mon amour des prises de conscience par l'écriture, etc., etc. Et toute cette connexion grâce à des petits liens humains. Voilà, c'est trop cool. Je voulais vous partager cette très belle histoire. Je bascule du coq à l'âne, mais passons au football. Encore une fois, relation humaine. Vous allez voir les liens avec l'écriture. D'ailleurs, je pourrais faire le lien avec l'écriture sur l'histoire que je viens de vous raconter. Au-delà du fait que les histoires de Marcus, Isabella, Nash, Jade, etc. sont des exemples de chemins de vie. Alors, c'est des exemples de chemins de vie fictifs. Des exemples de chemins de vie réels, vous en avez plein dans le podcast dans le podcast, mais des exemples de chemins de vie quand même. Et sur le côté humain, c'est vraiment ce truc de vraiment, mais en fait, ensemble, c'est tellement plus simple. À plusieurs égards, aller chercher l'information auprès de quelqu'un qui en a plus que nous, ou tout simplement trouver des gens avec qui partager la même merde quelque part. Écrire un livre, c'est long. Écrire un livre, c'est pas forcément évident. On a des coups de mou. Alors évidemment, moi c'est mon rôle avec les gens que j'accompagne de leur faire traverser ces coups de mou. Et Dieu sait qu'il y en a, et c'est normal. Et c'est toujours ce que je leur dis quand après une phase de up très haute, pouf, il y a une phase de down très bas. Et là, t'as l'impression que tout s'effondre. Mais non, c'est normal dans un processus qui dure plusieurs mois. C'est normal d'avoir des difficultés. Et puis à la fin, il reste que le courage de les traverser, tu vois. Et c'est justement à ça que je les aide.
et que je les accompagne. Mais ça va au-delà de ça. C'est trouver alors déjà, ça peut être sa communauté de lecteurs, si on partage sur les réseaux. Ça peut être des amis auteurs dans notre ville, pas dans notre ville, sur un groupe Discord. Ça peut être des gens avec qui on échange simplement sur Insta. Ça peut être, vous voyez, par exemple, quand moi je réponds aux commentaires, effectivement, ça permet d'avoir un cocon où on peut échanger. Donc voilà là où est le lien avec l'écriture. C'est que on l'imagine comme un acte extrêmement solitaire, mais en fait, c'est pas obligé de l'être. L'action d'écrire en elle-même est solitaire, quoique on pourrait débattre on est tellement influencé par tous les gens qui sont autour de nous, par tous les gens qui ont été là avant nous, par tout ce qu'on a pu lire, par tout ce qu'on a pu entendre, qu'on pourrait s'interroger est-ce qu'on est vraiment tout seul quand on écrit? Est-ce qu'on n'est pas avec tout ce qui nous a inspiré, tout ce qu'on a entendu, toutes les discussions qu'on a eues, etc., etc. Et j'avais pas pensé à ça, mais je trouve que ça a un petit côté très stylé quand même. De se dire qu'en fait, notre plume porte le poids on est le point de convergence de toutes nos inspirations. Vous voyez, j'ai vraiment cette image de un bonhomme, moi, et puis des milliards de fils qui partent en l'air et qui sont ce que m'a raconté ma grand-mère quand j'étais petit, ce que m'a dit un prof de maths un jour de décembre quand j'étais au collège, ce que j'ai lu hier soir, ce qu'on m'a dit il y a 5 jours, etc., etc. Et en fait, je suis le point de convergence de tout ça. Et le moment où je prends le temps de déposer sur le papier, quelque part, c'est la synthèse de tout ça. Et je trouve ça magnifique, tu vois. Et quelqu'un va se saisir de ce résultat et en faire un de ses fils et le transmettre. C'est magnifique. Et puis là, on n'est plus des passeurs d'histoire, comme je dis, mais des tisseurs d'histoire presque, pour garder cet aspect filaire. Je trouve ça magnifique comme image. Ouais, putain, j'adore. J'adore. Pourquoi je racontais tout ça déjà ? Oui, faire les choses à plusieurs. Et donc, le débat sur est-ce que l'acte d'écrire est solitaire, bon, on pourrait dire oui, non. Toujours est-il que quand on écrit physiquement, là, on est tout seul, soi et sa plume. Par contre, tout le reste autour n'a pas besoin et n'est pas obligatoirement solitaire. Avoir un compagnon d'écriture, etc., etc., ça compte et ça marche. Et ça va faire le lien, vous allez voir, avec le foot. Pourquoi ? Une équipe de foot, je commence par le truc vraiment footballistique tout de suite, comme ça je reviens sur l'écriture juste après. Je fais une petite parenthèse. J'ai adoré le match hier contre la Suède. Je ne sais pas si vous avez vu cette tentative de ciseaux d'Olysée à l'entrée de la surface qui finit sur le poteau. Et mon Dieu, comment j'aurais crevé pour que ce but passe. C'est tellement exceptionnel. S'il marquait ça, c'était le but de l'année déjà, même de la décennie. Genre. J'exagère évidemment, je suis complètement biaisé et footix comme je vous l'ai dit. Mais c'est magnifique. Et tout de suite, j'ai eu le truc, et du coup, je vous partage la vanne, et je crois peut-être que je vous parle de foot juste pour vous partager la vanne, mais j'ai vraiment eu le truc c'est pas Olive et Tom, c'est vraiment Olise et Tom, tu vois. Je voyais vraiment dans cette action un truc, tar le manga japonais en mode truc de fou, quoi, truc de fou. Bref, au moment où vous écouterez ce podcast, on aura déjà joué contre le Paraguay. Je croise les doigts, touche du bois et de la peau de singe pour qu'on les ait battus, évidemment, et qu'on les sous-estime pas comme les Allemands. Voilà. Mais c'est trop cool. Je trouve que il y a un côté très unificateur dans le foot qui, franchement, me met du baume au cœur dans le contexte actuel, je dirais. Ce qui est fou, c'est que dans une Coupe du Monde, on voit des gens de partout qui sont ensemble. Comme quoi, c'est possible, en fait, d'être ensemble sans se taper dessus, tu vois. Et du coup, ça met du baume au cœur sur les possibilités qu'on peut avoir encore d'avoir finalement l'espoir que on est fait pour être unis et que tout se passe bien. Voilà. Je fais le lien avec l'écriture. Sur un terrain de foot, ils sont 11 et chacun a son rôle. Et en écriture, c'est pareil. J'ai eu cette semaine des gens confrontés à la problématique du perfectionnisme. Alors je le range dans cette catégorie-là, chacun a ses enjeux personnels et ça vient, voilà. Bref, je mets ce mot-là en entier, perfectionnisme.
Notamment celui, par exemple, d'être accro à vérifier l'orthographe, voilà. Et bah, n'oubliez pas qu'en fait, comme Mbappé est buteur et pas gardien, vous êtes écrivain et pas correcteur. Et là, ça fait lien évidemment avec le fait que l'écriture soit pas solitaire, c'est-à-dire que vous n'avez pas obligation de ne faire aucune faute dans l'écriture de votre premier jet. C'est aussi bête que ça, parce que ça, c'est le taf d'après, en fait. Le taf de correction. Alors, si vous le faites tout seul, ça sera votre taf, mais à la fin. Et si vous sous-traitez ou travaillez avec une correctrice ou un correcteur professionnel, et ben, ça sera le travail du correcteur ou de la correctrice. Et laissez-lui du travail. Laissez-lui du travail. Moi, vous imaginez pas le nombre de fautes que je fais. Il y a des fautes, parfois, ça ferait hurler mon prof de philo de prépa qui nous enlevait 3 fautes, 1 point, je crois, c'était. 3 fautes d'orthographe, moins 1 point. Autant vous dire que déjà, on dépassait rarement les 11-12. Bah, quand t'arrivais à 8 parce que t'avais fait 9 fautes sur 3 copies doubles, ça fait mal aux fesses. Mais en écriture, bah écoutez, en fait c'est le premier jet, donc tout ça on s'en fout. Et donc ne soyons pas gardiens quand on est buteur, ne soyons pas correcteurs quand on est écrivain, simplement écrivons. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est quand même magnifique. Tout ça est un jeu d'équipe. Ah, et là, ma lumière que j'ai mis derrière, c'est éteinte. Écoutez, je vais essayer de la brancher. Est-ce que j'ai un chargeur pas loin? Ouais. Bon, elle va se rallumer ou pas, on verra bien. Toujours est-il que c'est la vie. On va pas se laisser abattre. Elle m'énerve cette lumière. Elle a aucune batterie. C'est terrible. Bref, le foot est donc un sport d'équipe comme l'écriture. Voilà. Et en plus, tu vois, tout le monde se motive entre eux. C'est ça qui est magnifique. C'est qu'il y a un mec qui marque, et bah l'autre mec à côté qui a pas marqué, il se dit juste attends, mais du coup c'est possible de marquer en fait, donc moi aussi je peux le faire. Bah c'est pareil en écriture. Vous avez quelqu'un que vous avez vu écrire son livre, bah la seule conclusion de tout ça c'est ah mais attends, mais du coup c'est possible en fait. Moi aussi je peux le faire. Bah ouais, carrément tu peux le faire. Carrément. Et plutôt 2 fois qu'une, tu vois. C'est exceptionnel. Voilà. Voilà pour la petite interlude footballistique. Sachez que je suis encore, comme je l'ai dit, très content que les Allemands aient été éliminés. Le mec fait une fixette. J'adore. Non, faut pas trop hate watch. C'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. Et c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc soyons contents que notre équipe gagne et ne soyons pas contents que d'autres équipes perdent. Même si ça me fait toujours penser à une phrase de, je sais plus, d'un commentateur de rugby qui avait dit je suis pour deux équipes, l'équipe de France et n'importe quelle équipe qui joue contre l'équipe d'Angleterre, un truc comme ça. Ça me fait toujours rire. C'est du supporterisme affectif et amical, je pense quand même. Voilà. Je voulais vous parler d'un autre sujet aussi, qui a animé ma semaine, et j'en ai fait une très courte vidéo pour présenter un peu le sujet, autour du cadran d'Hoffmann et des qualités en excès ou pas. C'est un sujet passionnant. J'ai écrit un petit article. Vous avez l'outil disponible sur mon site si vous voulez explorer votre propre cadran d'Hoffmann ou un cadran d'Hoffmann pour un personnage. Parce qu'en fait, pour un personnage, c'est incroyable pour lui donner de la substance et de la texture. Donc, je vous encourage à utiliser ces outils de coaching pour ça. C'est fou parce que j'ai l'impression d'avoir dit ça à un moment. Est-ce que c'est dans l'ancien podcast ou dans une autre vidéo? Écoutez, je parle tellement que je sais plus. Bref, je vais parler seulement du cadran d'Hoffmann ici. Parce qu'en plus, c'est quelque chose que j'ai vu dans tous les coachings de cette semaine. Donc, ça fait un lien assez intéressant. Ça me semblait comme une évidence de devoir parler de ça. En fait, tout le principe part d'une qualité. C'est-à-dire que vous avez une qualité. Ça peut être n'importe laquelle. Cette qualité, poussée à l'excès, elle peut vous faire tomber dans un piège. Et donc cette qualité peut devenir une sorte de défaut, quelque part. Ce défaut-là, ce piège-là, a donc un challenge. Ce challenge, pour vous, c'est pas forcément évident de le faire, mais c'est donc, ça porte bien son nom, c'est un challenge. Et là où la boucle se boucle magnifiquement, c'est que ce challenge, en fait, découle
lui-même pardon, ce challenge, pourquoi c'est un challenge pour vous? Parce que si vous le poussez à l'extrême, ça fait apparaître un comportement, une qualité, quelque chose chez quelqu'un qui vous allergise. Et c'est l'explication même de pourquoi c'est compliqué pour vous de challenger, tout simplement. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal à m'arrêter. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à ne pas travailler, avancer sur mes projets, etc., etc. Le driver fait des efforts très forts, etc., etc. Je vous l'ai déjà dit. Donc, pour partir d'une qualité, je pourrais dire, je suis très efficace, je suis très résistant à l'effort. Ok, c'est quoi le piège? Pousser à l'excès. Qu'est-ce que ça me fait faire? Eh bah, en fait, si je suis toujours très résistant à l'effort, toujours très très efficace, à la fin, en fait, c'est surtout résistant à l'effort, là en l'occurrence pour moi, bah à la fin, je m'épuise. Et donc, je prends le risque, par exemple, d'un burn-out, ou de m'écrouler, ou de plus pouvoir rien faire. Bon, ok. Et d'ailleurs, la plupart des gens viennent avec ça en séance. C'est-à-dire que ils disent bon voilà, je suis trop ci ou trop ça, il se passe ça, il se passe ci. Et donc là, tout de suite, tu vois bien que il y a un truc qui correspond plus à quelque chose qu'ils font en excès que quelque chose qu'ils devraient arrêter de faire. Donc, je reviens à mon exemple. Je peux donc tomber dans mon piège qui est 1, 2, 3, pardon, j'ai dû reconnecter mon cerveau, c'est fou, qui est je prends le risque de m'épuiser et donc de ne plus pouvoir rien faire. Ok, mon challenge, c'est donc de m'autoriser des moments de pause, de me dire à un moment, là, je ne fais rien pendant X heures ou X jours. Très bien. Et bah, pousser à l'excès, ça fait quoi? Et bah, moi, ça décrit un touriste, quelqu'un qui ne fait rien, qui n'accomplit rien et qui en plus est content de ne rien faire. Et ça m'allergise. Voilà. J'ai beaucoup de mal avec les touristes. Pas au sens touriste, genre le mec qui va visiter Paris, tu vois. Le touriste qui a les mains dans les poches, qui fait rien, qui regarde le temps passer, qui est oisif, etc., etc. Bon, et ben une fois que j'ai mis de la conscience sur ce mécanisme-là, je vois bien que il y a une grande différence entre le touriste et le challenge qui est de s'autoriser une pause. Donc la question qui est à la fin, c'est comment je fais pour répondre aux besoins de ce challenge sans tomber dans son excès et devenir la version de moi que j'ai pas envie de devenir. Parce que naturellement, si on met pas de la conscience là-dessus, on s'autorise pas de pause parce que pour nous, ça veut dire touriste. Donc moi, quand je suis en train de faire plein tous mes efforts, et que je me dis je pourrais faire une pause, tout de suite c'est ah mais non mais attends Sam, t'es pas un touriste, tu vas pas faire une pause maintenant. Bon, et ben voilà. Et donc un des premiers petits pas que je pourrais faire, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est de dire le vendredi après-midi, je bloque tout mon agenda, comme ça j'ai pas de rendez-vous. Voilà. Alors évidemment, peut-être que je vais travailler un peu, peut-être pas, etc., etc. Mais déjà, je fais ce premier pas vers m'autoriser à être un petit peu oisif, à avoir de véritables temps de pause. Autre chose, par exemple, la lecture pour moi est un temps comme ça. Et donc, ça me permet de faire un pas vers le calme et moins d'efforts. Voilà. Et c'est hyper important de mettre de la conscience sur ces mécanismes-là. Parce que, en plus, c'est ce que je dis dans la courte vidéo, mais là je le développe un peu plus, ça permet de porter un regard beaucoup plus tendre sur notre propre personne. Là où avant on se disait putain il y a un truc qui marche pas chez moi, il me manque un truc, il me manque une case, il y a quelque chose que je sais pas faire, etc., etc. Non, on se rend compte qu'en fait tout l'enjeu qu'on a vient d'une qualité dans laquelle on met un peu trop de puissance et un peu trop d'énergie. Là, tout de suite, ah, ok. Donc, mon enjeu, c'est simplement que ma qualité reste une qualité et de pas la faire basculer dans son piège. Trop bien. Et ben, ça marche pour absolument tellement de choses. Et c'est extrêmement efficace pour créer un personnage avec du relief. Par exemple, vous avez un personnage que vous trouvez pas, je vais dérouler des exemples, je sais pas où je vais, je vous préviens. À tout moment, je vous dis, oulala, ça marche pas du tout.
ou pas, on verra. Vous avez un personnage qui ne sait pas exprimer ses émotions. Ok, donc son challenge, on peut partir de n'importe quelle case quelque part, hein, c'est ne sait pas exprimer ses émotions. Donc le piège qu'il pourrait avoir, c'est... son challenge, ça serait d'exprimer ses émotions. Donc son piège, c'est de ne jamais les exprimer. Donc la froideur, la rigidité, le fait d'être fermé aux autres, etc. etc. À l'excès, exprimer ses émotions, ça pourrait passer pour être trop sensible, être ostentatoire, etc., etc. Et sa qualité pourrait être la réserve, ou le fait de ne pas prendre trop de place, ou le fait de laisser la place aux autres. Et vous voyez, tout de suite, vous avez un personnage qui est beaucoup plus en relief. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est un peu sur la réserve, par respect pour les émotions des autres, mais qui du coup, poussé à l'excès, n'exprime jamais les siennes, donc peut paraître très froid, très fermé, et donc ça peut lui causer en plus des problèmes, par exemple, de ne pas s'intégrer dans sa nouvelle classe, de ne pas trouver l'amour, de ne pas trouver de nouveau boulot, bref, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc son challenge et un enjeu qui pourrait être un enjeu du livre, c'est de s'autoriser à explorer ses émotions pour ne pas tomber, en ne tombant pas dans l'excès inverse qui est de devenir trop ostentatoire, etc., etc. Voilà. Et bien là, tout de suite, vous avez un personnage qui a beaucoup plus de relief. Et ça peut marcher pour plein de... Vous pouvez le dérouler de plein de manières différentes. Et c'est génial. Franchement, c'est une manière d'utiliser cet outil de coaching pour créer des personnages et c'est super efficace. Il y a la version double du cadran et là, c'est pour gérer les dynamiques relationnelles. Vous avez donc un premier cadran avec qualité, piège, challenge et allergie. Et en fait, vous avez un deuxième cadran en dessous où la zone de tension de la relation est pour l'un l'allergie et pour l'autre le piège. Je ne sais pas si vous voyez le lien, mais je vais vous l'expliquer. En gros, la première personne, son allergie, c'est le piège de la seconde. Et donc, quand on met de la conscience sur ces mécanismes-là dans un mécanisme relationnel, ça permet de voir la zone de tension comme étant notre propre allergie liée à notre challenge, mais surtout de voir la zone de tension comme étant la qualité de quelqu'un d'autre. Et ça permet d'aborder l'enjeu de cette mécanisme, de cette mécanique relationnelle d'une manière totalement différente. Parce que quand ce qui nous agace chez quelqu'un, on remarque que ça vient d'une de ses qualités qui est poussée à l'excès, tout de suite on jette sur lui un regard beaucoup plus tendre aussi. Et c'est fou à quel point ça marche dans beaucoup de dynamiques relationnelles. Ça marche en couple, c'est très intéressant de dérouler le double cadran d'Hoffman en couple. Par exemple, s'il y a un qui est bordélique et pas l'autre, etc., etc. C'est très intéressant quand un collègue vous agace. C'est très intéressant de manière générale quand quelqu'un vous agace. Et ça peut être un exercice que vous pouvez vous donner aussi, ou que vous pouvez donner à un des personnages de votre livre quand il dit qu'il déteste un autre personnage. Ok, qu'est-ce qui est agaçant, ces personnages ? Bon, c'est, je sais pas, il est touriste. Je vais reprendre mon exemple. Il est touriste. J'ai l'impression qu'il se fout de tout. Ok, on considère que ça, c'est son piège. Du coup, quelle est la qualité derrière ce truc-là ? Alors, passer par la qualité d'abord peut être challengeant parce que ça peut être très difficile de trouver une qualité à quelqu'un d'un truc qui nous agace vraiment. Donc, on peut partir dans le sens inverse. Ok, donc son piège, c'est touriste, je m'en foutiste. C'est quoi son challenge ? De prendre les choses un peu plus au sérieux parfois. Ok, prendre les choses très au sérieux, qu'est-ce que c'est ? C'est être très organisé, être très efficace, être résistant à l'effort. Bon, là, vous voyez la boucle avec mon propre piège à moi. Et c'est pour ça qu'on se déteste tous les deux, parce qu'on alimente nos propres pièges et notre propre allergie. Ok. Et donc, maintenant que tu as exploré un peu l'intériorité de cette personne, donc
son challenge donc OK, les je m'en foutiste, donc elle devrait peut-être être un petit peu plus organisée, mais peut-être qu'en étant trop organisée, elle aurait peur du coup de devenir, trop rigide, trop efficace, trop je ne sais quoi, OK. Quelle pourrait être l'une de ses qualités, par exemple? Ah bah, du coup, peut-être que il ferait preuve d'un lâcher prise. Voilà, c'est peut-être ça sa qualité. Hein, intéressant. Donc peut-être que la personne qui t'agace parce que tu trouves que c'est un touriste, en fait, c'est simplement un lâcher prise dans lequel elle met un cran de trop et qui l'a fait tomber dans son piège d'être un touriste. Voilà. Et donc là, on vient de mettre un niveau de conscience sur cette mécanique-là, et tout de suite, c'est beaucoup plus facile de l'adresser. Alors là, vous voyez, je vous le fais en mode très rapide. Mais en fait, évidemment, en creusant un peu plus, en creusant les comportements, on met des mots plus précis et on complète la boucle de manière beaucoup plus propre. Là, je vous donne un exemple à la volée, donc forcément, voilà. Mais vous voyez cette dynamique. Et ce qui est surtout extrêmement intéressant, c'est que vous voyez à quel point c'est pernicieux. C'est pour ça que c'est important de mettre de la conscience dessus. C'est comme quand je dis qu'il faut mettre de la clarté sur la confusion pour rentrer dans le cercle vertueux des 10% des auteurs qui terminent leur livre, bah, c'est la même chose. Parce que quand on a ce double cadran et que on a cette zone de tension, et bah en fait, euh, plus je vais être allergique, plus je vais moi-même déclencher mon propre piège, qui va rendre de plus en plus allergique l'autre personne. L'autre personne va encore plus tomber dans son piège, qui va me rendre encore plus allergique, etc., etc. Et là, boum, la boucle tourne, 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 ne s'arrête jamais et pouf, explose en vol. Voilà. Donc c'est trop bien pour étudier les dynamiques relationnelles, c'est trop bien pour donner de la substance aux personnages et c'est magnifique. Voilà. Donc le cadran d'Hoffmann est incroyable. Et d'ailleurs, petite parenthèse, parce que c'est un peu ça que je partageais dans la courte vidéo là, c'est que c'est l'explication même de pourquoi architecte ou jardinier ne fonctionne pas, en fait. Parce que c'est deux fonctionnements qu'on oppose alors qu'en fait ils se lient. Architecte ou jardinier, c'est hyper mal choisi parce qu'en fait c'est un spectre, c'est pas une case. Et on se trouve au milieu. Et surtout, c'est qu'on utilise nos forces d'architecte et nos forces de jardinier, parfois en même temps, parfois de manière alternée, mais c'est jamais binaire à on n'est que architecte ou on n'est que jardinier. Et au contraire, si on s'enferme dans une seule des qualités, bah on tombe dans son piège. Donc si on n'est que jardinier, le risque pourrait être justement, de n'être pas cohérent. Donc le challenge, c'est de venir mettre un petit peu d'ordre. Et sauf que l'ordre poussé à l'excès, ah bah ça fait c'est trop rigide et ça c'est l'allergie évidente du jardinier. Et pareil pour l'architecte. L'architecte, bon bah voilà, de beaucoup d'ordre, mais du coup son piège, bah évidemment c'est la rigidité. Donc qu'est-ce qu'il doit s'autoriser? Bah un peu de lâcher prise, mais trop de lâcher prise, qu'est-ce que ça fait? Et bah ça fait un truc qui n'a aucune cohérence. Vous voyez, c'est ça qui est hyper intéressant dans le problème entre architecte et jardinier, c'est qu'en fait les deux peuvent s'auto-nourrir une relation hyper toxique qui fait qu'on n'écrit jamais quoi. Voilà. Donc tant qu'on reste fixé avec ces étiquettes d'architecte et jardinier, et bah c'est comme si on se privait tout d'un pan de notre propre personnalité et de notre propre créativité, parce qu'en vérité, on est très peu à être que architecte ou que jardinier. D'ailleurs, je dis on, mais moi je suis pas du tout architecte ou jardinier, je suis vraiment entre les deux. Bien, je vais vous parler de ça juste après. Et donc c'est à mon sens, presque une c'est pas une erreur parce que les gens font ce qu'ils veulent. Voilà, je suis personne pour leur dire que c'est bien ou c'est pas bien. Mais en tout cas, j'inviterais les gens plutôt à se questionner sur cette étiquette d'architecte ou jardinier qui peuvent se coller et surtout que c'est en se la collant, qu'est-ce qui s'autorise pas. Voilà. Parce que m'est avis que si on prenait le blocage que vous traversez en étant convaincu que vous êtes par exemple que architecte ou jardinier, ben on se rendrait compte que ça vient probablement de la qualité de l'architecte ou jardinier qui est poussé un cran trop loin et qui fait qu'on tombe dans un piège qui nous coince. Voilà. Et moi, pour vous partager un peu plus le fonctionnement, alors je le fais souvent, mais comme je ne sais pas qui découvre quand le podcast, et ben je me répète. Voilà, je suis très radotant quelque part. Je suis déjà très vieux sur cette caractéristique-là. Moi, mon fonctionnement, bah, en fait, je pense que
au début, je pensais que j'étais architecte. C'est-à-dire que j'étais convaincu que l'ordre. Bon, l'ordre cachait simplement un besoin de ne pas voir en face le fait que j'avais terriblement peur de me jeter dans l'écriture et de découvrir ce que j'avais à y découvrir. Ok, donc je me cachais derrière, mais je suis architecte, j'ai besoin de tout construire. Oui, évidemment, nommer les 300 cantons du pays imaginaire est extrêmement important, même si mon histoire ne se passe que dans un seul canton et que je ne citerai jamais les 299 autres, dont évidemment, du coup, le lecteur se fout totalement puisque l'histoire ne se passe, je le rappelle, que dans un seul. Voilà, la procrastination active par world building et par finalement des étiquettes de giga architecte collées sur la tête. Bon, j'ai découvert en fait un bien fou à être jardinier dans l'exploration créative. C'est absolument génial. Mais je me rends compte que quand je me laisse porter par l'itération créative du jardinier, à un moment, je ne saisis plus la cohérence de mon roman et donc, ça me bloque. Et vraiment, ça tourne et c'est comme si ça me parasitait, comme un bruit sourd qui vient et qui t'empêche d'avancer. Et là, c'est à ce moment-là, quand je commence, c'est vraiment mon signal, quand je commence à me dire, à froncer les sourcils, à regarder mes chapitres et à me dire « Ah, je comprends plus où je vais là ». Et c'est à ce moment-là que là, j'ai besoin que l'architecte y revienne. Hop, il se pose 5 minutes, il regarde les chapitres, il fait hop, on va les mettre dans cet ordre-là, et puis là, machin va faire ci, tac. Et là, c'est bon. Et à un moment, j'ai l'impression d'avoir une structure suffisante pour me replonger dans la pure liberté créative. Voilà. C'est absolument magnifique comme fonctionnement. C'est trop cool. Vive les architectes et vive les jardiniers, ou plutôt vive tout ce qu'il y a entre les deux, et les jongles qu'on fait entre l'un et l'autre. Voilà, je crois que je vous ai dit déjà la plupart des choses que je voulais vous partager. Tiens, c'est... Ouais, ok. Non, c'est bon. C'est bon, c'est le message que je viens de recevoir est en accord avec ça. C'est trop bien. C'est trop bien. Écoutez, je vous propose de vous laisser là avec ce petit épisode. C'est fou parce que ça me perturbe vraiment. J'ai l'impression de m'entendre dire que les outils de coaching sont super, que la roue des permissions c'est super, que le cadran d'Hoffman c'est super pour se comprendre soi et pour comprendre les personnages, mais j'arrive plus à savoir si c'est dans un autre épisode de podcast ou si c'est dans une autre vidéo. Et quelque part, peut-être que je vais être méga redondant, qui sait. Vous me direz, voilà. La conclusion de tout ça, c'est autorisez-vous à être qui vous voulez être. Ne soyez pas, si vous n'avez pas envie, que architecte ou que jardinier. Utilisez toutes vos qualités. Mettez un niveau de conscience sur les qualités que vous avez en excès et qui sont probablement révélatrices de certains déblocages que vous pouvez avoir. Osez écrire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous fais des bisous. C'était Ibélion. À très vite et profitez bien de ce bel été. Merci d'être là, épisode après épisode. Si ce podcast t'inspire, t'aide ou te met du baume au cœur, t'abonner, mettre 5 étoiles et le partager, c'est le meilleur moyen de m'aider à toucher le plus de gens qui ont un livre en eux. Parce qu'après tout, plus il y a de livres écrits et mieux le monde se porte. À très vite. Ose écrire.